Il y a un débat citoyen, donc on va essayer Oui, d'équilibrer. mais il faut qu'ils se trouvent, hein. Voilà, mais écoute, 19h, hein, Christine, c'est 19h là quand même. Voilà. Et il est devenu expert. Il est devenu expert, mais il est plus qu'un expert. Oui, oui. Qui avance. Ah, bah, c'est super. Il y a Voilà. près de moi. Mais je vais te mettre une chaise ici, hein, comme ça tu te mettras aussi. Hein. Donc, on va très rapidement commencer. Vous avez ici Monsieur Miguel Coma, qui est ingénieur électricien avec une spécialisation en électronique et en télécommunications. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication. Et il travaille 10 ans déjà dans les télécoms. Il a travaillé pour un équipementier Alcatel-Lucent et 2 opérateurs téléphonie mobile, dont Proximus, également Mobistar, Orange entre-temps. Actuellement, il est consultant dans un secteur différent, donc dans les banques et assurances, et il est donc totalement indépendant vis-à-vis de cette question dont on va parler aujourd'hui. Et donc, c'est M. Miguel Coma qui va nous présenter un regard citoyen sur les controverses autour de la 5G, voilà, dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Voilà, on va faire un tour d'horizon, pas en superficie, mais bien une plongée réelle dans l'univers de la 5G. Donc, premièrement, bon ça, vous vous en doutez, il faudrait peut-être régler le projecteur, c'est un peu large. La 5G, tout simplement la 5e génération de téléphonie mobile. Donc, toutes les décennies, on a eu les ingénieurs qui nous ont proposé une nouvelle génération de technologie. Alors, les objectifs, vous les avez déjà vus rapidement. Un très haut débit, je passe rapidement. Un temps de réponse très rapide. Donc, moi, j'aime bien comparer, faire l'analogie avec l'eau. Hein, donc, un débit très, très fort, ça peut être comparé à une cascade très puissante. Un temps de réponse, vous changez la température de votre douche, mais ça change tout de suite la température de l'eau. Et le nombre d'objets connectés donc, permettra l'Internet des objets, qui est déjà une réalité, hein, mais qui va permettre, donc la 5G va permettre encore plus d'objets que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, un tout petit peu de technique, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Donc, la 5G va utiliser dans une première phase des ondes un petit peu plus courtes, des fréquences plus élevées. Dans une seconde phase, des ondes encore plus courtes, qu'on appelle ondes millimétriques. Peu importe si vous retenez ou pas. L'essentiel à savoir est qu'elles permettent un débit supérieur des données. Et également qu'elles ont l'inconvénient de voyager moins loin. On y revient. Deuxième chose, c'est que la 5G va utiliser des faisceaux étroits qui seront, donc que je peux encore comparer à l'eau. Hein, si je veux arroser mon jardin avec un tuyau d'arrosage, avec un jet très diffus, je vais arroser tout mon jardin en une fois. Et puis si je tourne le tuyau d'arrosage, eh bien, je vais pouvoir cibler chaque plante séparément. Donc je vais gagner en efficacité et gaspiller moins d'eau. Donc là c'est pareil, on va gaspiller moins de puissance électromagnétique. Mais comme vous voyez, il y a des petites fuites quand même, la technologie n'est pas parfaite. Alors vu que les ondes voyagent moins loin, ça implique qu'on installe des antennes beaucoup plus proches des utilisateurs. Donc des plus petites antennes et qu'on devra fixer au mobilier urbain, par exemple. Ici, on voit un poteau électrique qui est équipé, par exemple. On appelle ces petites antennes microcellules. Ben voilà, c'est pas nécessaire de retenir, bien sûr. Donc, imaginez une petite antenne posée sur le magasin. Eh bien, il faut savoir que ces ondes donc très courtes vont être arrêtées par la peau. Donc le fait rien que d'avoir vos doigts sur le téléphone peut avoir un impact sur la réception. Hein. Également à l'émission, si vos doigts sont mal positionnés, il se peut que vous perdiez la connexion 5G, que vous perdiez en tout cas en débit. Ces ondes sont également arrêtées par le feuillage, donc on aura une réception forcément moins bonne en été. Ils sont complètement arrêtés par les arbres, par tout ce qui est vivant en réalité. Et également par la pluie. Donc s'il y a une pluie forte, vous aurez aussi un moins bon signal avec ces ondes millimétriques. Donc qui seront déployées dans une seconde phase, j'insiste. C'est pas pour demain. Alors, rentrons directement dans la première controverse, la controverse sanitaire, vous vous en doutez. Voilà, il y a deux camps très divisés. D'une part l'industrie, bien sûr, et d'autre part des médecins scientifiques indépendants qui ont étudié les rayonnements électromagnétiques et leur impact sur le vivant.
Et cet avis est appuyé par le Conseil de l'Europe également depuis 2011. Donc. Alors, du côté de l'industrie, on nous dit qu'il n'y a pas de problème sanitaire avéré. J'insiste sur l'avéré. Du côté des scientifiques, on nous dit que l'application du principe de précaution est tout de même nécessaire avant le déploiement. Du côté de l'industrie, on nous dit que les limites de protection internationale sont respectées et resteront respectées. Mais les scientifiques indépendants nous disent que ces limites sont obsolètes et que de récentes études scientifiques sont complètement ignorées dans la définition des normes. Alors, l'industrie nous dit que la majorité des études, si on les compte, ne démontrent pas d'impact sanitaire et que celles qui en démontrent ne sont pas fiables. Alors que les scientifiques indépendants nous disent qu'il y a quand même des milliers, on parle de 3, 4, 5 000 études, hein, c'est difficile à compter, tellement il y en a, qui démontrent un impact biologique des champs électromagnétiques artificiels. Donc les deux camps s'accusent mutuellement en fait, de manquer de rigueur scientifique. Hein. D'une part, plutôt les ingénieurs qui disent, bon, dont je fais partie, mea culpa, mais qui disent plutôt, voilà, ce n'est pas un rayonnement ionisant tel que les rayons UV, tel que les rayons gamma, rayons X. Donc il y a moins de danger, il n'y a que des effets que nous allons voir. Je vais un peu rentrer plus dans le détail. Par contre, les deux camps sont d'accord sur une chose, mais c'est le fait qu'il n'y a pas d'études sur l'impact sanitaire de la 5G actuellement. Aucune étude, nulle part dans le monde. Et qu'il faudrait des années pour en disposer, voire des décennies. Alors, pour un peu expliquer d'où viennent ces grandes différences, eh bien, il faut savoir que les institutions, l'OMS en particulier, reconnaît donc les CNIRP, dont on a parlé. Les CNIRP définissent ces normes pour l'industrie. Alors, j'ai converti tout ça, pas en vol par mètre, parce que les vols par mètre ne sont pas comparables. Par contre, bon, Agoria les compare, mais ce n'est pas tout à fait correct. Il faut en fait les convertir pour avoir la puissance réelle absorbée par le corps humain. Donc ici, ce sont des chiffres. Vous ne devez pas les retenir, vous devez juste retenir l'ordre de grandeur, qui est de 1000 à peu près. Donc une exposition de 1000. Retenez simplement ça. Ça, c'est la norme internationale. Donc. Les recommandations, accrochez-vous, vous divisez ça par 1 million. En gros, minimum par 100 000. Le Conseil de l'Europe a retenu 1 centième. Et donc, 100 000 fois plus petit, enfin 100 000 fois en dessous des normes internationales. Il y a des études qui sont beaucoup plus strictes, plus récentes également, voilà, qui sont bien connues. Mais c'est juste pour vous montrer quand même la disproportion. Et ces chiffres sont comparables, par contre. Donc ne comparez pas les vols par mètre. Ceux-ci sont comparables. En Wallonie, on est entre les deux en réalité. À Bruxelles, pareil. On a 2,4. Donc on est largement en dessous des normes internationales, mais on est largement au-dessus, plus de 2000 fois au-dessus des recommandations des scientifiques indépendants. Et on veut augmenter ces normes, bien sûr, pour l'installation de la 5G, parce qu'on ne pourra pas réellement atteindre une efficacité, une capacité suffisante, je devrais dire, avec les normes actuelles. Donc, d'où viennent ces grandes différences ? Ben, écoutez, les institutions, en fait, elles se basent sur une chose, c'est l'effet thermique. L'effet thermique, c'est simplement le fait que quand votre corps est exposé à des ondes électromagnétiques, eh bien, il peut chauffer. Donc il y a un échauffement qui se produit, ce qui est indéniable. Mais l'ICNIRP ne tient compte que de ce type d'effet-là pour établir ces normes. En 2011, donc, une autre organisation reconnue par l'OMS, le CIRC, a reconnu les rayonnements électromagnétiques comme possiblement cancérigènes. Il faut savoir que le CIRC en question a promis de revoir cette catégorie en priorité, vu qu'il y a beaucoup d'études plus récentes qui pourraient donc faire remonter le niveau à cancérigène réel, donc avéré. Alors les études indépendantes ont identifié énormément d'effets biologiques divers, donc qui ont été observés. Alors je tiens vraiment à vous dire ici qu'un effet biologique n'implique pas nécessairement une maladie. Donc ça implique un risque supérieur sur certaines fonctions biophysiques. Monsieur en parlera sûrement mieux que moi.
Et donc, il ne s'agit pas ici de dire vous attraperez ces maladies si vous êtes exposé à des rayonnements électromagnétiques. Donc, on parle bien de risques et d'effets biologiques mesurés et observés par des études. Alors, on compte des cancers, des tumeurs cancéreuses, des fausses couches, des troubles cardiaques également, du stress cellulaire, des effets sur l'ADN, des maladies congénitales et malformations, de l'infertilité, des maladies dégénératives, des effets neurologiques et neuropsychiatriques, une hypersensibilité électromagnétique qui n'est pas reconnue en Belgique, et des possibles effets sur le système hormonal et immunitaire. Là, il y a encore des controverses, donc j'ai mis possible. Ça, c'est l'état actuel des choses, hein, vu les rayonnements et l'électrosmog auxquels on est soumis actuellement. Maintenant, la 5G va rajouter plusieurs types de risques à ces risques existants. Premièrement, le niveau d'exposition, on l'a vu, va être relevé. Deuxièmement, cette exposition sera en fait plus proche des limites, mais 24 heures sur 24, parce qu'elle sera liée aux antennes qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas s'éloigner de l'antenne, qui sera aussi plus proche, comme vous l'avez vu, avec la 5G. Donc, il y a également ces ondes millimétriques dont j'ai parlé, et qui sont très fortement absorbées en superficie du corps, par la peau, les yeux. Donc on n'a pas encore étudié tous les effets possibles sur la peau et les yeux. À côté de ces constatations, il y a eu de nombreux appels à l'application du principe de précaution et la revue de ses limites. Tout récemment, en Belgique, donc, il y a plus de 1100 médecins et des professionnels de la santé qui ont fait appel pour demander un moratoire sur la 5G. Donc l'appel Hippocrate électrosmog. Bien avant cela, déjà, le Conseil de l'Europe avait demandé, non pas la revue des normes, mais la revue des fondements même des normes, afin qu'elles tiennent compte non plus seulement des effets thermiques, mais de tous les effets biologiques avérés et mesurés. Entre les deux, il y a eu énormément d'appels internationaux ici. Je n'ai pas la liste complète, mais ça vous donne une idée. Donc, certains concernent la 5G en particulier, d'autres concernent la 4G, déjà à l'époque également. Donc, ceci est non exhaustif. Donc, passons à la controverse environnementale. Je pense vous étonner aussi. L'industrie, on a vu qu'elle prétendait réaliser des objectifs climatiques grâce aux objets connectés. À côté de ça, les environnementalistes sont fort sceptiques et nous disent quand même que ce sont des spéculations. Le fait de pouvoir réaliser des objectifs climatiques sur base d'objets connectés. Alors également que le déploiement va à contre-courant des objectifs. On va voir pourquoi. Il n'y a aucune analyse d'impact concernant l'impact environnemental de la 5G. Donc il n'y a pas d'analyse comme on dit, du berceau à la tombe où la technologie est évaluée en termes de pollution et d'utilisation énergétique. Ça n'a pas été fait pour la 5G. Certaines universités y travaillent, mais c'est en cours. Les impacts environnementaux négatifs pourraient également être supérieurs aux impacts supposés positifs que l'industrie nous propose. Alors par contre, tout le monde est d'accord sur une chose, quand même, c'est que l'efficacité énergétique de la 5G sera meilleure que celle de la 4G. Mais il faut faire très attention à ce qu'on entend par efficacité énergétique. Car en réalité, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, qui fait que quand vous augmentez l'efficacité, mais que vous utilisez encore plus de données que cette efficacité n'apporte davantage, et ce sera le cas avec la 5G, c'est avéré même par les opérateurs, eh bien vous allez quand même dépasser la consommation actuelle. Et donc on va forcément consommer beaucoup plus d'énergie. Et on verra ça un peu plus en détail. Donc l'effet rebond est déjà confirmé même par les opérateurs. Alors pour visualiser tout ça, je vous ai fait un petit graphique, rien de très difficile à lire. J'ai pris comme point de comparaison, donc ici c'est l'énergie primaire qui est utilisée pour réaliser la 5G. J'ai pris comme point de comparaison, ici, le petit rectangle orange, la production électrique du Royaume-Uni. Donc c'est quand même un grand pays. Donc on a besoin de cette énergie-là pour alimenter le Royaume-Uni sur une année en électricité. Voilà le monde numérique. Donc tous les appareils qu'on utilise, tous les réseaux, tous les PC, tous les smartphones,
Voilà ce que ça représente. Donc c'est énormément plus, évidemment, que le Royaume-Uni, vous vous en doutiez. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, en bleu, ça c'est l'énergie nécessaire à la fabrication de tout ce matériel. Et en orange, c'est la consommation électrique pour l'utilisation de ce matériel. Alors, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là ? Bien, l'Internet est quand même la chose la plus vaste que l'humain n'ait jamais construit. Et son empreinte est en croissance permanente. Donc on est de l'ordre de 8% de croissance annuelle. Si on regarde plus en détail, d'où vient cette énergie ? Eh bien, les utilisateurs consomment la majeure partie. Donc les utilisateurs, c'est tout simplement vos PC, vos smartphones, vos tablettes, vos imprimantes. C'est tout ce qu'on utilise au quotidien. Évidemment, pour connecter tout ça, il faut des réseaux de télécommunications. Et là, c'est quand même une part très importante, les réseaux. Et à côté de ça, il y a les fameux data centers dont on parle souvent comme des sites très énergivores. Mais remarquez que les réseaux les ont déjà dépassés. Donc les réseaux ne sont absolument pas à négliger dans l'équation. La 4G là-dedans, évidemment, elle se trouve dans le petit rectangle réseau. Et voilà ce qu'elle représente quand même. C'est une estimation, bien sûr. Donc tout cela pourrait avoir une incertitude quand même assez forte. Il y a de plus en plus d'études sur le sujet, mais il y a encore des discussions sur les chiffres précis, bien sûr. Mais on a des ordres de grandeur ici qui sont corrects. Ça je peux vous l'assurer au niveau des ordres de grandeur. Pour alimenter ce petit rectangle rouge de la 4G, il faut déjà 9 réacteurs nucléaires, l'équivalent de 9 réacteurs nucléaires, pour vous donner une idée, au niveau mondial, bien sûr, pas en Belgique. Sinon, on en aurait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, pour comprendre quel serait l'impact de la 5G, parce que ça, c'était aujourd'hui, qu'est-ce que la 5G va rajouter à tout ça ? On a, pour toute technologie, un cycle de vie, comme je vous disais. Il y a la fabrication, l'utilisation et puis la fin de vie. Donc chaque étape est importante à prendre en compte au niveau environnemental. La fabrication, elle va nécessiter une extraction minière très importante de métaux rares principalement. Certains métaux rares s'appellent les terres rares, ils sont au nombre de 17 et sont des ressources critiques au niveau mondial. Il y a du lithium aussi qui est fortement utilisé dans les batteries principalement. Et tout cela nécessite de l'extraction, du raffinage qui nécessite des fours à très haute température, et puis la fabrication de tout ce matériel, évidemment. Tout ça est très énergivore, évidemment. Et les conséquences sont diverses. Il y a les pollutions de l'air, de l'eau et du sol qui interviennent, de grandes quantités d'eau utilisées, surtout pour le lithium, du travail dangereux dans les mines principalement, ou dans les sites de fabrication du matériel, parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques toxiques. Il y a du travail d'enfants également, que ce soit dans les mines ou dans les sites de fabrication, du travail illégal. Donc des environnements hautement toxiques, des populations qui sont contraintes de fuir réellement leur village, leur ville. Des environnements parfois radioactifs aussi, vu les concentrations de minerais qui sont rassemblés. On a aussi des conflits armés, principalement au Congo. Au Kivu, où les mines de coltan, en fait, ce sont des substances qui sont utilisées pour permettre aux smartphones, entre autres, de ne pas perdre leur mémoire, tout simplement, lorsqu'ils sont éteints. Et il y a déjà 40 000 enfants qui travaillent là, dans ces mines-là, premièrement. Mais ces mines sont en fait contrôlées par des milices armées. Et c'est le conflit armé le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de, je crois, 2 millions de morts, mais je ne suis pas certain. 3 à 5 millions 3 à 5 millions, me dit Alain. Okay. J'ai des anciens chiffres, apparemment. Alors, l'utilisation, la deuxième étape. Alors, l'électricité, on l'a vu, sera consommée par les utilisateurs, les réseaux, les data centers. Et tout ça est lié, bien sûr, à l'augmentation du trafic de données qui double à peu près tous les ans. C'est vraiment lié, cette consommation de données d'un côté et la consommation électrique. Plus on télécharge, plus on regarde de vidéos, et bien plus on consomme d'énergie. La mise en décharge, enfin, et l'incinération. Alors pourquoi pas le recyclage, me direz-vous ?
Les smartphones ne sont pas ou peu recyclés, d'abord, parce qu'ils contiennent tout simplement des métaux rares, très énergivores à recycler, vu les hautes températures nécessaires, donc non rentables. Il y a une obsolescence programmée aussi qui fait que nous jetons nos appareils une fois qu'ils ne fonctionnent plus, et c'est parfois voulu par le fabricant. Alors, un chiffre, en 2020, la masse qu'on va jeter de smartphones dans le monde est l'équivalent de la masse de 47 fois la tour Eiffel. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer, moi j'y arrive pas, 47 tours Eiffel de smartphones chaque année. Alors toutes ces étapes consomment bien sûr des ressources primaires, de l'énergie, impliquent des pollutions, des gaz à effet de serre à chaque étape. Et en plus de cela, on a ce phénomène de délocalisation très clair pour la fabrication et la fin de vie, qui fait que on délocalise toute notre pollution et toute cette extraction dans des pays où les normes, où la réglementation environnementale est quasiment inexistante ou non respectée. Et donc on finit en fait par polluer encore plus à cause de cette délocalisation, qui n'est bien sûr pas visible dans nos pays. Mais c'est aussi un enjeu majeur. Au niveau fabrication, 14 millions d'antennes 5G de type macrocellule, donc celles qu'on connaît déjà, qu'on va rajouter à des pylônes existants ou sur des bâtiments existants, d'autres qu'on va quand même rajouter sur des nouveaux pylônes, parce qu'il en faudrait quand même un peu plus, ce sont des ondes quand même plus courtes. Donc ça, ce sont les chiffres de l'industrie, que je n'ai pas inventés. À peu près le double, là c'est une estimation sur base des chiffres chinois, à peu près le double d'antennes microcellules, donc les plus petites antennes plus proches, et plusieurs millions de tonnes de batteries au lithium. Millions de tonnes. Pour la 5G spécifiquement, pas par le marché mondial. Je parle de la 5G qui doit être alimentée et qui va consommer tellement d'énergie que la demande en batterie est extrêmement élevée. Ici, on voit en fait les salars qui permettent d'extraire le lithium en Amérique du Sud. Ici, ce sont des grands bassins qui permettent d'extraire le lithium à partir de grandes quantités d'eau. Alors, je ne vous fais plus attendre. Ici, la 5G va apparaître sur ce graphique pour vous donner une idée visuellement de ce que ça représente. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais c'est plus que tous les data centers du monde. C'est une estimation, bien sûr, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. C'est même autant que tous les réseaux du monde actuel, donc que tout l'Internet. C'est considérable. Donc l'utilisation correspondra à peu près 50 réacteurs nucléaires. Déjà, il faudra fabriquer aussi beaucoup plus de sites de production d'énergie. Et ça, je n'en ai même pas parlé. Et je ne les compte pas dans cette production d'énergie, dans cette consommation énergétique. Évidemment, les gaz à effet de serre vont augmenter. Et là, on est de l'ordre de la moitié de ce que le secteur de l'aviation émettait avant le Covid-19, donc en 2018. Donc c'est comme si on rajoutait la moitié de tous les avions, en fait, au niveau gaz à effet de serre. Donc si vous limitez votre voyage en avion par conscience environnementale, voilà, je vous conseille aussi de ne pas prendre la 5G pour les mêmes raisons. Alors, cette explosion, je parle d'explosion, je ne pense pas qu'il y ait un autre mot, de la consommation électrique est le problème énergétique le plus significatif de la 5G. Bien sûr. La fabrication est tout à fait dérisoire à côté, même s'il y a plus de 40 millions d'antennes, c'est rien du tout. C'est dû à la consommation qui est absolument incroyable et confirmée par les opérateurs et les fabricants. Ce n'est pas une invention, bien sûr. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine 6e extinction de masse des espèces depuis l'apparition de la vie sur Terre. C'est la première fois qu'elle est due aux activités humaines. Et voilà, je n'ai pas une bonne nouvelle, c'est que par exemple, une étude belge a démontré que les fourmis, suite à une exposition à un téléphone mobile, 4G, on n'est pas encore en 5G, a des effets sur la fécondité, l'apprentissage, la mémoire, la locomotion des insectes, avec certains effets irréversibles même. Le WWF affirme que la destruction de la biodiversité augmente le risque de pandémie. Alors on n'est pas dans du complotisme ici, c'est de la science, le WWF le dit.
ils ne sont pas spécifiques sur le Covid-19, mais sur l'ensemble des pandémies de type zoonose. Également, on observe des désorientations des insectes et des oiseaux, parce qu'ils utilisent en fait le champ magnétique terrestre naturel, qui est très faible, et donc ils sont perturbés également par les ondes artificielles. Alors suite à cela, en fait, il y a un groupe de 100 étudiants en biologie en Belgique et en médecine qui ont fait appel en avril, qui demandent l'arrêt de la 5G pour ces raisons-là, et qui affirment également que non seulement les animaux, la flore est à risque, mais également l'être humain. Ils affirment que la biodiversité est nécessaire à la survie de l'être humain. Donc c'est quand même important de le signaler, puisque c'est un appel de personnes sur notre territoire. Impact sur la météo, sur les observations. Alors ça, c'est peut-être plus surprenant. Alors il faut savoir que l'eau, naturellement, émet des ondes électromagnétiques à des niveaux extrêmement faibles. Donc notre corps également, chaque cellule émet des rayonnements électromagnétiques. C'est une science encore un peu controversée, mais là c'est de la science météorologique. Donc là je sais de quoi je parle. Les météorologues sont très inquiets. Et ces fréquences en fait sont très proches des fréquences de la 5G millimétrique. Extrêmement proches, même voisines. Et donc, il y a un débordement qui va se faire, et ça risque de nous faire reculer au niveau de précision qu'on atteignait dans les années 80. Donc, les satellites météo, qui existent depuis des dizaines d'années, vont, au lieu de voir des radiations extrêmement faibles, vont voir rouge, quoi. En clair, vu la puissance de radiation des antennes sur Terre. Il y a des risques de perte de vie humaine, évidemment, parce qu'on ne pourra plus, avec autant de précision, prévoir la trajectoire des ouragans. Ça a été confirmé aussi, qu'on risquait même de ne pas pouvoir évacuer à temps des populations. Donc il y a un impact également sur le suivi du changement climatique. On ne va plus avoir autant de données permettant un bon suivi du changement climatique. Donc on va un peu avancer dans le brouillard sans trop savoir est-ce que ça augmente, est-ce que ça n'augmente pas. Donc on va perdre aussi cette finesse, alors qu'il me semble que c'est quand même un enjeu important pour la société. La 5G était dans les limites soutenables. Il faut savoir qu'un scientifique du CNRS a affirmé très récemment que dans les 30 années à venir, nous allons extraire autant de métal que nous n'en avons extrait depuis l'aube de l'humanité. Donc on va vraiment vers une situation qui avait été prédite pourtant déjà en 1972. Alors l'aspect économique, alors je passe l'avis d'Agoria et de la Commission européenne, on va gagner plein d'argent avec la 5G, pour résumer, on va créer plein d'emplois. Alors les analystes, économistes en face nous disent attention, la 5G va quand même coûter près de 1000 milliards de dollars, donc on a déjà divisé par 2 le gain. Attention, et là on ne compte pas la consommation électrique, bien sûr, dont je vous ai parlé. Alors, la 5G est un ensemble de technologies à la recherche d'un marché. J'ai encore eu Telnet tout à l'heure au téléphone, le spécialiste 5G. Ils disent oui, on cherche des marchés, on cherche des cas d'utilisation encore. Donc, et ce n'est pas une réponse à une demande. Donc, ils sont en train de nous créer des besoins, très clairement. Et ça revient tout le temps. Donc, les opérateurs ne sont pas gagnants. Les gagnants, les voici. On applaudit les constructeurs d'antennes et tous les constructeurs de composants qui vont trouver leur place dans nos appareils smartphones, dans les antennes. Ceux-là vont certainement faire beaucoup d'argent. Et les États, bien sûr. Les États qui vont vendre les fréquences à ces opérateurs afin qu'ils puissent utiliser ces fréquences pour la 5G. La sécurité. Alors la sécurité, l'industrie nous dit tout sera plus sûr, plus safe. Les analystes nous disent par contre que chaque nouvelle antenne, chaque nouvel objet connecté, c'est une porte d'entrée pour les cybercriminels. Donc méfions-nous quand même. Et également que ces objets connectés vont collecter nos données personnelles. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Tout dépend de comment c'est géré. Il n'y a pas d'analyse de risque sur l'Internet des objets. Il y a un monsieur qui travaille au Conseil national de sécurité en Amérique, qui y a travaillé, qui nous dit que c'est une menace complètement différente, que nous n'avons encore jamais connue. Cet Internet des objets. Et un objet, ce n'est pas qu'une smart montre à votre bras. Ça peut être une voiture, un avion, un drone qui vous vole au-dessus de la tête, évidemment.
Il y a au moins 16 faiblesses de conception liées à la 5G au niveau de la sécurité. Ça, on ne dit pas beaucoup non plus. Et puis la fameuse controverse Huawei, évidemment, c'est lié à la loi chinoise. La loi chinoise impose à toute société chinoise, partout dans le monde, de contribuer à l'espionnage, en faveur de la Chine, évidemment. Donc c'est des raisons pour lesquelles on interdit les antennes 5G dans beaucoup de pays, mais pas en Belgique. Voilà, donc c'est un enjeu majeur, bien sûr, la cybersécurité, et les vies humaines, ça je tenais quand même à le dire, sont en jeu. Alors, l'utilité, c'est la dernière controverse. L'utilité, oui, on l'a vu, elle sera utile à tous les niveaux pour l'industrie. Par contre, des analystes et certains opérateurs même nous disent, alors je vous laisse lire, c'est assez surprenant. Toujours le PDG de Bouygues Telecom, auditionné officiellement au Sénat français au mois de juin cette année, nous dit la 5G apporte l'apparition d'un 5 au lieu du 4, mais ne va rien changer pour le quotidien du consommateur. Je ne l'ai pas inventé, c'est un opérateur qui le dit. D'autres analystes nous disent que la 5G est un mythe. Que toutes les applications, la très grande majorité des applications promises pour la 5G ou liées par la 5G, sont en fait des inventions et ne dépendent pas de la 5G. On peut très bien utiliser des alternatives. La fibre optique offre des avantages, évidemment. Elle n'est pas mobile. Ça, on ne peut pas la prendre partout avec soi. Néanmoins, elle a tous les autres avantages. La vitesse de l'ordre du million de fois plus rapide que les technologies sans fil. La latence, enfin, le temps de réponse est là aussi. Donc tous les avantages. Sécurité en plus, on ne peut pas la hacker. La 5G pourrait être très utile à certaines industries extrêmement automatisées déjà, qui ont besoin d'augmenter leur production, et qui pourraient profiter donc de connexions de robots ou de caméras pour vérifier la qualité de leur production en fin de chaîne. C'est une certitude, les industries sont vraiment en attente, vu les particularités de la 5G. Pourquoi pas l'installer dans leur bâtiment, sur leur site industriel. Évidemment, c'est très cher. Il y a un intérêt avéré en Allemagne, par exemple. Ils ont même acheté des fréquences, se seront regroupés, avec l'avantage, en plus d'un réseau public, c'est qu'ils ont le contrôle de leur réseau. Alors, au niveau éthique, je vous propose quelques réflexions. Je n'apporterai pas de réponse, bien sûr, mais voilà, on peut en discuter pendant le débat. Je vous donne quelques idées possibles. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de démarrer une expérimentation de masse sur les populations, en particulier à risque, femmes enceintes, enfants, adolescents, personnes âgées. La technologie et la connectivité en général, est-ce que c'est un réel besoin ou est-ce que c'est une envie à laquelle nous répondons ou carrément une addiction? Voilà. Est-ce qu'on est prêt encore à accepter un autre contrôle de l'industrie avec des normes régies par l'industrie, ne tenant pas compte des avis des scientifiques? Donc moi-même, mon nom est Alain Glibert, je suis ingénieur agronome. Voilà, donc moi, mon domaine, ce qui m'intéresse, c'est la démocratie participative, tous les grands défis sociétaux, dont maintenant la 5G. On est tombé par hasard dessus, comme vous voulez, avec l'annonce de Proximus le 31 mars, comme quoi ils allaient développer le 5G disons en Belgique. En principe, on avait invité au départ Agoria. Donc Agoria, qui est donc la fédération de l'industrie des technologies. Donc c'est au fond ce qu'on appelle le lobby des technologies, entre autres les télécoms. C'est une ASBL et les membres sont tous actifs dans le domaine, dans les technologies. Alors, ils ont à cœur d'informer au mieux les citoyens et pour eux, ça revient à, je n'ai pas eu le temps de souligner en jaune, mais c'est ici au milieu, eh bien, pour eux, il faut que le débat émane d'un groupe de plusieurs communes déjà et formulé avec les autorités communales. Donc, des mouvements citoyens sont exclus pour eux. Et donc, il faut leur proposer d'abord le cadre, la liste d'intervenants et l'éventuelle publicité, voilà, à l'avance. Ensuite, on a contacté Proximus. Proximus, bon, ils estiment qu'ils en ont fait suffisamment, les débats, ils arrivent au débat, les gens viennent avec leurs convictions et ils ne parviennent pas à les faire changer d'avis, donc bon, ça suffit pour eux. Donc j'ai eu la brochure d'Agoria et à partir de cette brochure, voilà, je n'ai rien ajouté. J'ai enlevé bien sûr parce que c'est beaucoup trop long.
Donc je vais rapidement passer en revue ce qu'Agoria ne vous aurait pas présenté, parce que j'ai déjà assisté à une présentation d'Agoria. C'est très superficiel. Donc la 5e génération des standards de réseau mobile est conçue pour permettre le développement d'une foule de nouvelles applications. On verra ça plus tard brièvement. Ça veut dire que, bon, pouvez vous imaginer n'importe quoi, votre cafetière connectée, absorber la croissance exponentielle de l'utilisation de données mobiles. Donc en effet, on consomme de plus en plus, on a de plus en plus de données qui sont stockées et qui sont téléchargées. Donc vous voyez, donc de 2012-2018, on a pratiquement doublé chaque année l'utilisation des données mobiles, et 2018-2024, on prévoit une augmentation, donc une multiplication par 5 du trafic. Donc c'est assez consistant. Les domaines d'utilisation, très brièvement, voilà. Vous savez, ce ne sont que des exemples qui sont extraits de leur brochure, mais il y a tellement de domaines possibles. Je vous laisse le temps de lire rapidement, enfin votre aise, disons. Donc toute la communauté sera connectée. C'est extrait de leur document, donc je n'ai vraiment rien rajouté du tout. Ça veut dire que tout va être connecté. Nous-mêmes, la cafetière, le frigo, tout ce que vous pouvez imaginer, votre clé, tout. La 5G viendra aussi renforcer d'autres technologies, dont l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les avantages de la 5G, elle sera 10 à 100 fois plus rapide, enfin non, un débit 10 à 100 fois plus rapide, plus élevé normalement, c'est pas plus rapide. Plus de débit, voilà, 10 à 100 fois plus de débit, plus élevé, pas plus rapide. Ensuite, le temps de réaction, donc de la latence, comme on appelle, sera de 1 milliseconde, donc 1 millième de seconde. Et on pourrait connecter jusqu'à 1 million d'objets au kilomètre carré, ça veut dire un objet au mètre carré. Vous pouvez vous imaginer le nombre d'objets qui pourront être connectés. Ce sont des chiffres théoriques, hein, mais extraits de leur brochure, c'est comme ça que c'est présenté. D'ailleurs, vous pouvez télécharger cette brochure sur Internet, si vous voulez en savoir plus. L'impact socio-économique, voilà, donc ça c'est une carte extraite, ce sont des données de l'Union européenne, créatrice d'emplois directs, indirects en Belgique, 36 300 emplois. La collectivité et la société en général, on s'en portera beaucoup mieux grâce aux nombreuses innovations dans tous les secteurs de l'économie. 113 milliards par an, donc sur le plan économique, 113 milliards par an au niveau européen. Voici donc les secteurs de l'économie qui pourront en profiter. Vous voyez qu'il y a beaucoup de smart dedans, des smart cities, des smart buildings, des smart workplaces. Donc tout devient très intelligent grâce à la 5G. Pour ce qui est des protections de données, il n'y a pas grand-chose. Donc il y en aura, comme on l'a dit, il y aura une énorme croissance des données disponibles. Donc il faudra une protection, il faudra probablement revoir cette fameuse réglementation générale sur la protection des données. Voici donc la position sur les normes d'émission. Vous entendez parfois parler de ça. Alors, au fond, vous ne le voyez peut-être pas, mais en Wallonie, chez Agoria, ils expliquent que c'est 3 vols par mètre par antenne. Voilà. Donc, l'exposition aux ondes est régie par des lignes directrices. On parle souvent de l'ICNIRP qui définit les normes. Il est question de 41,2 volts par mètre. C'est fixé, c'est retenu par l'OMS, l'Union européenne aussi. Et donc, vous le voyez ici à droite sur le graphe, et voici le trait. Donc, tous les pays de l'Union européenne respectent, mais la Belgique est largement en dessous. Vous voyez ici, donc, pour ceux qui sont au fond, ça, ce sont les 3 régions de la Belgique. Donc, déjà, en Flandre, c'est plus élevé. Alors, on est en dessous de cette norme, et c'est ce qu'on nous raconte toujours. Donc, la norme est 41, donc on peut augmenter cette norme. Parce que, donc, pour pouvoir pleinement profiter de la 5G, il faudra augmenter la norme. Au plus près on sera de ce seuil, et au plus
la capacité de la 5G sera garantie. Donc ça, c'est une évidence. Les conditions pour le déploiement maintenant, l'Union européenne exige, parce que c'est quasiment exigé, il y a donc tout un planning qui est fait, un roadmap comme ils appellent, qui est déjà lancé qui a été lancé en 2014. Et la 5G devrait être réellement déployée partout en 2025. Alors les conditions à remplir, je crois que des conseils communaux vont peut-être être intéressés. Donc il faudra déjà adopter la norme au niveau international européenne, donc c'est les 41,2 vols par mètre. Supprimer les taxes sur les antennes. Et peut-être des taxes qui ne tomberont plus dans les caisses des communes. À vérifier. Simplifier l'obtention des antennes, et donc il faudrait donc aller plus vite pour les permis. Comme Miguel expliquera tout à l'heure, vous verrez le nombre d'antennes qui devraient être posées. Les enchères, oui, il y a déjà une attribution provisoire qui a été faite en mi-juillet. Et si je me souviens bien, d'ici le mois de mars, elle devrait être définitive. Agoria explique dans 4 domaines les valeurs rajoutées. Donc on parle beaucoup de véhicules autonomes connectés entre eux, connectés ensuite aussi à l'infrastructure routière grâce entre autres au smartphone et la 5G. Et là encore une fois, toute la communauté sera connectée. On l'a déjà dit, on récolte de plus en plus de données de façon intelligente, ça veut dire sans intervention manuelle. Il y aura une possibilité de prise de décision automatique, optimisée pour gérer la mobilité, donc améliorer du trafic, moins d'embouteillage, le covoiturage devrait être plus efficace et les transports en commun plus attrayants. Pour la santé, là ce seront des technologies qui révolutionneraient le système de santé, donc des ambulances super connectées, des drones ambulances, des opérations chirurgicales à distance, de la télémédecine. Également de l'assistance pour par exemple des non-voyants, des casques et ainsi de suite pour les guider. Et alors des objets connectés qu'on peut porter qui vont vous avertir, voilà, un suivi médical et qui vous donnent donc des avertissements éventuellement. Pour notre sécurité, il y a beaucoup de criminalité, il y a beaucoup de terrorisme, il y a des catastrophes naturelles. Et donc pour que vous vous sentiez en sécurité, donc voici des caméras intelligentes haute définition pour surveiller des sites stratégiques, des drones sophistiqués pour gérer les situations de crise, la réalité augmentée via un casque ou une visière pour aider les policiers sur le terrain. Donc là, il y a des exemples. Ils seront informés en 3D de l'environnement, donc ils ne regarderont plus directement l'environnement avec leurs yeux, mais donc ce sera à travers un système, donc sur un écran, une visière, avec une reconnaissance faciale, vocale assistée, un genre de Robocop, mais tout de même encore, oui, un genre de Robocop. La valeur ajoutée pour l'industrie et les services, gestion plus intelligente de l'énergie, de l'environnement, un meilleur monitoring de l'environnement, donc avec tous les objets connectés, une optimisation de la production. On peut contrôler à distance, donc par exemple des moissonneuses-batteuses, des centrales solaires, des éoliennes, des parcs d'éoliennes. Robotisation de l'industrie. Et j'ai lu dans leur brochure, je ne savais pas, la Belgique est parmi le top 10 mondial de robotisation industrielle. Et alors ce qu'ils appellent les cobots, les collaboratifs robots qui peuvent se déplacer avec l'humain, donc entre des foules, interagir avec des travailleurs, réaliser des tâches de plus en plus complexes puisque ça va évoluer, et automatiser la production, la gestion des stocks. Pour les médias, loisirs, éducation, voilà, donc vous voyez dans les différents domaines, pour l'apprentissage, pour les jeux, le tourisme, des visites virtuelles, des films, des concerts, des festivals, ça pourrait passer aussi, des hologrammes. Alors, ça j'ai ressorti, c'est assez marrant tout de même. Un joueur qui interagit via un vêtement connecté, il peut recevoir les coups portés par le personnage virtuel. Donc, peut-être des combats de boxe virtuels, avec des coups réels. L'avantage d'hologramme dont je parlais, voilà, donc on a commencé par le téléphone, ensuite les vidéos, maintenant ce sont des hologrammes.
visualiser les films, voilà, c'est du 8K même, dans le bus. Je présente aussi Monsieur Danse, qui a un CV assez long. Voilà, donc ici, donc Monsieur Danse est retraité, mais il est licencié en sciences chimiques de l'ULG. Il est ex-assistant à l'Institut de chimie ULG, où il a été donc ex-assistant. Il a été assistant, pardon, à l'Institut de pharmacie à l'ULG. Il a été également directeur scientifique du laboratoire pharmaceutique pendant 17 ans. Il a aussi assuré la formation en biophysique chez le professeur Ulrich Ranke, voilà, Université de Heidelberg et de la Saarbrücken RFA, donc Allemagne. Et il est consultant en biophysique. Voilà, il me semble que c'est une pointure. Voilà. Nous avons dans le cerveau des capillaires, c'est-à-dire des tout petits vaisseaux sanguins. Sur ces vaisseaux sanguins, il y a des portes. Ces portes, elles sont commandées par des petits systèmes électriques. Ces systèmes électriques, on les appelle des mitochondries. Et il n'y a pas de produit toxique qui peut rentrer dans le cerveau. Le cerveau, ces mitochondries, ces petits vaisseaux, ne laissent entrer dans le cerveau que des substances nutritives, c'est-à-dire des sucres, c'est-à-dire certaines glucoprotéines, etc., mais non toxiques. Quand un produit est toxique, il ne franchit pas la barrière sans cerveau. Or, ce que Leif Salford et son équipe ont démontré, eh bien, ils ont démontré que lorsque vous utilisez un téléphone mobile pendant quelques heures, eh bien, la barrière sans cerveau, cette barrière hémato-encéphalique, reste ouverte pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et à ce moment-là, les produits toxiques passent dans le cerveau et n'en sortent plus, puisque la barrière est fermée, elle se referme, bien entendu. Eh bien, c'est fini. Et là, ça veut dire que ce que je dis depuis des années, le cancer du cerveau n'est pas dû aux ondes. Non, 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 non. Il est simplement dû aux produits toxiques qui peuvent, qui circulent dans votre sang. Vous circulez en voiture, vous respirez vous suivez un camion, bon, vous respirez du benzopyrène, vous respirez des tas de produits toxiques. Et ces produits toxiques, normalement, ne devraient pas rentrer dans votre cerveau. Ils sont dans vos poumons, puis ils passent dans le système sanguin, ils s'éliminent par l'urine. Parfois, ils provoquent des cancers de la prostate, puisque c'est une des portes de sortie de toute cette toxique. Mais le problème, au niveau du cerveau, c'est pas l'onde elle-même. L'onde laisse la porte ouverte. Et cette porte ouverte va permettre l'entrée des produits dans le cerveau. Et c'est ce que Leif Salford a démontré. Il n'est pas le seul à l'avoir démontré. Il y a une étude en Europe qui s'appelle l'étude Reflex, qui a été menée sous la direction, je ne me souviens plus de son nom, mais je pourrais le retrouver, mais sous la direction d'un Autrichien. J'ai vu pleurer ce mec devant les caméras de la TV. Il dit « on ne m'écoute pas, la barrière sans cerveau se franchit et ça va tuer des millions de gens et on ne nous écoute pas. On nous a payé, dit la Commission européenne nous a payé pour faire des recherches et on ne les écoute pas. On n'écoute pas ce que nous disons et ce que nous avons découvert. » Et voilà, alors maintenant, nous avons ce problème des électrosensibles. Moi, j'en ai connu deux. Benoît Loup les a connus aussi. J'en ai connu deux. Alors ces gens, ils ne savent plus quoi. Ils ne savent plus, ils sont dans la rue. J'ai vu cette femme, une des femmes. On était dans un bistrot parce qu'on attendait de passer chez son avocat. J'étais son consultant et on allait passer chez un avocat pour elle, pour pouvoir se défendre. Parce que même son mari ne croyait pas à son problème. Son mari la prenait pour une folle. Elle n'était pas folle du tout. Mais dès qu'on déclenchait un téléphone sans fil, ou bien on déclenchait un GSM, à l'époque c'était les GSM, eh bien elle tombait dans les pommes. Alors on disait, mais elle ne savait pas qu'on avait allumé le téléphone. Elle ne savait pas. Moi j'étais dans le bistrot avec elle à Verviers, je m'en souviens, la première fois. Elle était en face de moi, il y a un monsieur qui entre dans le bistrot, il s'assied, et on prenait une limonade, et le type déclenche son GSM. Il ouvre, il allume son GSM. Je me sens mal, pouf, et elle tombe. Et le barman me regarde, il me dit, qu'est-ce que... je dis, c'est une dame qui est électrosensible, monsieur, c'est quoi ça? Alors, quand elle a commencé à en parler à son médecin traitant, il a dit, il y a quelque chose là-bas qui ne va pas. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose là-bas qui ne va pas, mais pas dans le sens où le médecin traitant l'entend. Et comme les médecins n'ont pas en général la formation concernant ces éléments de biophysique, ils ne les connaissent pas, ils n'ont jamais eu ça dans leur cours, on ne leur en parle pas, on évite bien de leur en parler, l'industrie évite de leur en parler. Eh bien, on a mis finalement avec la complicité du mari et de son père. Son père était un brave monsieur, mais qui ne comprenait pas grand-chose. Eh bien, on l'a mis à l'institut psychiatrique à Lierneux. Et on l'a bourré de médicaments tranquillisants. Oh, tout y est passé. Elle perdait ses dents, il fallait voir. Cette femme était une femme quand même qui avait une certaine tenue. Eh bien, au bout de quelques mois, c'était fini.
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Quand j'ai su aller la voir à l'Institut psychiatrique, quand je suis sorti, je pleurais. Et j'ai dit, je n'y mets plus les pieds. Et j'en ai vu 2 comme ça. Et alors, ce qu'il faut dire, eh bien, c'est que ce n'est pas quelque chose de rare, parce que j'ai ici un document, l'ancienne présidente de l'OMS, Gro Harlem Brundtland, j'ai sa photo ici quelque part, mais enfin, ça n'a pas d'importance. La voilà. Était électrosensible. La voilà. Elle l'a publié partout. Elle était médecin. Et elle a dit, elle disait, les téléphones cellulaires, les ordinateurs me rendent malade. Et elle s'est fait expertiser parce qu'elle, la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, on ne la croyait pas. On vous a fait semblant de ne pas la croire. Quand vous avez dans un rucher quelqu'un qui allume un téléphone, eh bien, à un moment donné, les abeilles ne rentrent plus correctement. C'est-à-dire qu'elles mettent un temps fou pour rentrer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un autre Allemand, voilà l'étude, ils ont mis des petites puces sur les abeilles, donc des RFID, comme on appelle. Et ils ont regardé le temps que les abeilles mettaient pour rentrer au rucher. Et dans le rucher, on avait mis en marche un téléphone sans fil, donc un DECT. Et on a mis ce téléphone sans fil et on s'est rendu compte que les abeilles, il y en avait la moitié qui ne rentraient plus. Et les autres, elles rentraient avec un retard certain. J'ai un film, je ne l'ai pas amené parce que c'est un film qui a été fait par des professeurs d'université français. Ça s'appelle « Les sacrifiés des ondes ». Eh bien, vous pleurez quand vous regardez ce film, parce que vous voyez des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Et en Suède, il faut le savoir, en Suède, quand les gens sont électrosensibles, on paye le blindage de leur appartement. C'est-à-dire que l'État suédois paye le blindage de l'appartement pour qu'ils puissent vivre tranquilles à l'intérieur de chez eux. À l'extérieur, c'est une autre question. Et donc aujourd'hui, on n'en a pas parlé, on n'en parlera pas, mais il est question de la 6G et qui suivra, qui sera donc déployée en 2030 et qui suivra peut-être cette logique aussi. Par rapport au fait qu'on voudrait nous obliger à changer nos appareils pour passer à la 5G, c'est une volonté indéniable et avérée de l'industrie. Dans certaines conférences, à la fin de la conférence, quand on pose la question à Huawei, par exemple, sur les intérêts de la 5G alors qu'on est encore en plein déploiement de la 4G, il répond, écoutez, si on ne change pas de technologie, l'industrie va mourir, il faut absolument que les gens remplacent leur téléphone. C'est ça que répond Huawei. De façon informelle, mais quand même devant un large public. Donc il y a une volonté indéniable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va être obligé tout de suite de changer nos appareils. Et ça va nous inciter en tout cas des personnes qui sont très friandes de nouvelles technologies, de changer, de remplacer plus vite leur téléphone, entre autres. Donc les 47 tours Eiffel deviendront peut-être 50 à cause de la 5G. Je ne sais pas, ça dépendra évidemment de la réaction du public à ce genre d'offre de produits. Quand j'entends dire que quelqu'un qui ne voudrait pas la 5G, c'est parce qu'il a peur, ça me paraît confondre prudence et peur, réflexion et peur, intelligence et peur, écoute de la science et peur. On n'a pas envie de protéger la planète ou soi-même uniquement par peur.